Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Histoire, avec Annette Viviorca. Nous pouvons affirmer que plus de 650 femmes ont été condamnées à la peine capitale en France à la Libération, dont 46 sont finalement fusillées. Jamais depuis la Révolution française, autant de femmes n'auront été condamnées à mort et exécutées en si peu de temps. Le nous est ici un nous de politesse, puisque ce nous, c'est finalement le jeu de Fabien Lostec, qui est notre invité aujourd'hui pour son ouvrage « Condamné à mort, l'épuration des femmes collaboratrices, 1944-1951 ». Cet ouvrage est issu d'une thèse et Fabien Lostec est enseignant et chargé de cours à l'université de Rennes. C'est une histoire c'est un ouvrage qui est particulièrement intéressant parce qu'en fait, il croise plusieurs histoires qui ont déjà été abordées par d'autres historiens, mais à nouveau frais et en apportant d'autres éléments, l'histoire de l'épuration, extrêmement compliquée, puisque cette épuration est effectuée par plein de tribunaux de statuts différents, et l'histoire des femmes. L'histoire de l'épuration, dans ce moment particulier que vous appelez le moment au sens fort, presque au sens, pas envie de dire hegelien, il ne faut pas être trop prétentieux, le moment libération. Et vous nous expliquez, et ça n'a jamais été fait, qu'en fait, il y a un véritable archipel judiciaire épuratoire. Ça veut dire que l'épuration est faite, et si j'ai bien compté, il y a en fait 6 tribunaux différents qui vont s'occuper de cette épuration. D'abord, est-ce que vous pouvez définir le terme d'épuration pour nos auditeurs ? Alors, bonjour Annette Viviorca et merci pour votre invitation. Alors, le terme épuration, finalement, est un terme qui est utilisé déjà à la Libération, mais si l'on se concentre sur la partie judiciaire, comme moi j'ai pu le faire, il faut en réalité parler de la répression des faits de collaboration. Dans les textes de l'épuration, c'est bien ce terme-là et ces termes-là qui reviennent, c'est-à-dire une épuration judiciaire, une épuration légale, qui n'est pas toute l'épuration, justement. Jusqu'à présent, on avait des travaux déjà sur l'épuration judiciaire, mais qui se concentraient essentiellement sur les cours de justice. Les cours de justice et les chambres civiques, qui sont des tribunaux civils spécialement installés à la Libération pour juger les collaborateurs et les collaboratrices. Donc on en savait beaucoup sur ces tribunaux, mais on ne savait pas, ou peu de choses, sur les tribunaux qui fonctionnaient notamment avant l'installation de ces cours de justice et de ces chambres civiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de... Parce que on a utilisé beaucoup le terme d'épuration sauvage. Voilà, alors c'est un terme qui effectivement est très contesté aujourd'hui de la part des historiens, notamment Fabrice Virgili et François Rouquet, qui ont fait paraître une synthèse sur l'épuration en 2018 et qui reviennent sur cette notion d'épuration sauvage, qui est un terme finalement qui a été beaucoup... J'avais invité Fabrice Virgili pour cet ouvrage ici il y a quelques années quand il est paru. Et donc il a dû, j'imagine, vous expliquer que ce terme finalement avait beaucoup été utilisé par les anciens épurés eux-mêmes ou les descendants d'épurés. Et c'est un terme aussi qui a souvent été utilisé dans les milieux, on va dire, d'extrême droite dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc c'est un terme très... Pour se plaindre. Voilà, pour se plaindre de la violence de l'épuration, de l'injustice de l'épuration, qui aurait été finalement une épuration comparable à un bain de sang, essentiellement mené par les communistes. Donc, si vous voulez, il y a une légende noire de l'épuration. On parlait à l'époque de 100 000 exécutés sommaires, donc sans aucun jugement et en dehors du cadre légal, un chiffre qui a été considérablement réduit par les travaux des historiens. On arrive aujourd'hui à une estimation qui est entre 9 et 10 000, on va dire. Ouais. 9 000 exécutions sommaires, donc très loin des 100 000 qui avaient été évoquées par ces milieux. Et ces exécutions sommaires,
elles suivent en fait la libération du territoire. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que la plupart des exécutions sommaires, 80%, sont réalisées avant la libération effective du territoire, c'est-à-dire dans un contexte de guerre. Il n'y a que 20% des exécutions sommaires qui sont effectuées suite à la libération. Donc dans un contexte qui est tout de même totalement différent. On peut parler là pour ces 80% que j'évoque, dont beaucoup sont effectués durant ce que Marc Bergère, mon directeur de recherche, appelle la séquence de tous les dangers, c'est-à-dire la séquence finalement qui court du débarquement de Normandie jusqu'à la libération effective du département ou de la région. C'est-à-dire finalement le processus... En gros, de juin 1944 jusqu'en septembre, c'est ça, à peu près 44, voilà, septembre 44. Voilà, c'est ça. Si on laisse de côté les poches qui vont être libérées beaucoup plus tard. En mai 45, voilà. Donc c'est exactement cette séquence-là, de juin jusqu'en août 44, c'est-à-dire 2 mois durant lesquels les exécutions sommaires vont se multiplier, mais dans un contexte qui est aussi très particulier, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où les exactions allemandes se multiplient, et donc là, le terme de guerre civile a été... Olivier Vievorka, notamment, a insisté sur le fait qu'il fallait manier ce terme avec précaution pour les années noires en France. Mais il n'empêche qu'à certains endroits, des situations ont pu se rapprocher. On se rappelle quand même de Tulle, d'Oradour, et puis de tous les autres... plus petit Oradour. Voilà, le président de la République était il y a quelques jours à Vassieux-en-Vercors, donc on peut parler aussi de ce village. Donc effectivement, il y a des situations tout de même où les collaborationnistes, miliciens, membres du PPF et autres, sont très proches des Allemands et multiplient les exactions en compagnie des Allemands. Donc, alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous montrez qu'il y a ce qu'on pourrait appeler vraiment les exécutions sommaires, mais que très vite... il y a des formes judiciaires qui se mettent en place, qui sont des formes judiciaires que vous opposez à ce que vous appelez la justice contradictoire. C'est-à-dire que vous opposez à, j'ai envie de dire, la vraie justice, celle qu'on connaît encore aujourd'hui, qui est celle des tribunaux, même si ces tribunaux sont des tribunaux ad hoc. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces premiers tribunaux qui ne sont pas les tribunaux d'avant ou d'après ce moment libération. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, on avait un angle mort là, de la recherche sur ces premiers tribunaux qui naviguent finalement entre extra-légalité et légalité durant justement la séquence que l'on évoquait tout à l'heure, essentiellement de juin 44 à septembre 44. On disait à l'instant qu'on estime à 9000 exécutions sommaires de collaborateurs en France à la Libération. Sur ces 9000, en réalité, 1000 exécutions sont dues à des tribunaux que j'ai appelés des tribunaux résistants. Des tribunaux résistants qu'on peut scinder en 3 types, si vous voulez. Les premiers, ce sont justement les tribunaux du maquis. C'est-à-dire, ces tribunaux du maquis, eh bien, ils officient durant la séquence insurrectionnelle que j'évoquais, entre juin 44 et août 44, le plus souvent dans la clandestinité. Et donc, ils vont organiser des tribunaux pour juger des collaboratrices et des collaborateurs qu'ils ont pris les armes à la main ou qu'ils suspectent d'être des agents de renseignement, notamment au service des Allemands. D'ailleurs, vous êtes très précautionneux dans les différences géographiques. Oui. C'est-à-dire que vous montrez dans votre livre que ces tribunaux de maquis sont, c'est un peu un truisme, là où il y a les maquis, bien sûr. C'est-à-dire pour l'essentiel dans l'ancienne zone sud. Voilà, exactement. Donc l'ancienne zone libre, puis zone sud. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va les retrouver essentiellement dans le Limousin, en Auvergne, la région de Montpellier, la région de Toulouse, et également un petit peu aussi dans les Alpes, c'est-à-dire le Jura également, des régions, des terres effectivement de résistance armée et de maquis. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement... Ce que rappelait le président de la République, parce qu'avant d'aller au Vercors, il était aux Glières. Et voilà. Donc là, c'est une terre, effectivement. Alors, on trouve justement des tribunaux du maquis dans les Glières qui répondent aussi aux tribunaux, entre guillemets, qui ont été installés par la milice dans les derniers mois de l'occupation. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est que les résistants, très vite, veulent justement installer une forme de justice.
pour ne pas justement laisser place aux exécutions sommaires sans aucune forme de jugement. Alors bien évidemment, cette justice, c'est une justice de guerre. Donc, les moyens de défense sont souvent absents, la procédure est accélérée, il y a des violences qui sont commises sur les personnes qui sont arrêtées. Mais il n'empêche qu'il y a cet effort qui est fait par la résistance pour juger les collaborateurs. Très vite, ils sont conscients que si on multiplie les exécutions sommaires sans aucune forme de jugement, eh bien finalement, c'est laisser place d'ores et déjà à une future légende noire que j'évoquais tout à l'heure de l'épuration. Donc ils ont déjà le sens de, j'ai envie de dire, de la mémoire, c'est de la façon dont Oui. l'histoire va les juger. Tout à fait. Il y a dans les archives, j'ai retrouvé plusieurs traces de résistants. Il y a des débats à l'intérieur de la résistance, si vous voulez. C'est-à-dire, certains disent, bon, on les a pris les armes à la main, en flagrant délit, on peut tout de suite les exécuter. Et d'autres, justement, insistent sur le fait qu'il est nécessaire de les juger. Alors, pas avec toutes les formes légales et régulières que l'on va trouver par la suite, parce que le contexte est celui de la libération, mais en tout cas, déjà en installant des tribunaux pour laisser la parole à ces personnes arrêtées, en tout cas pour qu'ils puissent s'expliquer. Donc là, il y a effectivement certains résistants qui insistent sur le fait qu'il ne faut pas copier Vichy ou copier les Allemands, sinon, eh bien, finalement, on installe la même justice qu'eux. Alors, ces tribunaux, disons, semi-légaux, Oui. Qui sont déjà une institutionnalisation, Oui. ils vont être très vite remplacés par une justice qui ressemble à la justice de l'avant-guerre, en fait. Alors, mais pas tout à fait. Voilà. Si vous voulez, il y a un critérium. Après ces tribunaux du maquis, il y a la libération en tant que telle. La libération de la ville et du village. Et donc là, vont se mettre en place ce que j'ai appelé des tribunaux populaires. Parce que la population est vraiment partie intégrante, fait partie de ces tribunaux. Soit en étant membre, c'est-à-dire on a des personnes qui vivent dans la commune qui deviennent membres des tribunaux, soit, et ça c'est des images aussi qu'on a en tête, en participant à la violence qui s'exerce également souvent avant le jugement ou après le jugement. Et notamment une violence à l'égard des femmes. On va revenir sur votre choix de travailler sur les femmes. Oui. Donc, par les tontes. Oui. Alors, justement, si on en vient à ce point-là, l'origine de cette thèse, c'est un peu ça. C'est-à-dire ce que retient l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, quand on parle épuration, et a fortiori épuration des femmes, il y a toujours une image qui revient en tête, c'est l'image des femmes tondues. Fabrice, que vous aviez invité, Fabrice Virgili, a fait sa thèse sur les femmes tondues. A fait sa thèse sur les femmes tondues en 2000. Ouais. Il a estimé le nombre de femmes tondues à 20 000 en France, donc ce qui en fait un phénomène tout de même massif à l'échelle nationale, et bien montré que des femmes tondues, on en trouvait partout, justement. Ouais. Dans les plus petits villages, dans les grandes villes, en zone nord, en zone sud. Et très tôt, puisque lui, les dates de 43, et que vous avez trouvé un cas de 42. Voilà, donc très tôt, effectivement, on trouve des femmes tondues. Alors, sous l'occupation, c'est souvent des tondes clandestines qui se font au domicile des femmes de nuit. Donc rien à voir justement avec le phénomène qu'on a tous en mémoire et qui a lieu au cœur de l'espace public à la Libération. Et là, ce phénomène, il a marqué la mémoire collective puisqu'effectivement, eh bien, c'est un phénomène massif et c'est un phénomène spectaculaire. Et c'est un phénomène photographié, filmé et ensuite mis y compris en chanson. Tout à fait. Donc, c'est un phénomène qui a laissé des traces. Mais si on écoute ce qui nous est dit dans les romans, parmi la population, même parfois chez des collègues, c'est-à-dire que moi, quand j'ai été faire mon tour des archives départementales... Oui, parce que vous avez quand même, je ne l'ai pas dit, mais vous avez écumé 60 dépôts d'archives départementales, ce qui est... considérable. Exactement. Pour retrouver mes femmes condamnées à mort, les femmes condamnées à mort, vous voyez, j'ai tendance à me les approprier un petit peu, ce qui n'est pas correct. Pour retrouver les femmes condamnées à mort... C'est ce que tout le monde fait. Voilà. Il a fallu effectivement, finalement, que je fasse le tour des archives départementales. Et quand j'arrivais dans les archives départementales, 10 ans travaillé sur l'épuration des femmes, tout le monde, ou pratiquement, me disait « Ah oui, les femmes tondues ». Donc il fallait que j'explique que non, moi, ce n'était pas les femmes tondues qui m'intéressaient, mais les femmes qui, pour la plupart, avaient des cheveux et étaient jugées à la Libération. Donc une image qui n'a pas imprégné du tout l'imaginaire collectif. Et la deuxième origine de cette thèse, c'est que finalement,
malgré les travaux de Fabrice, et là ça renvoie à l'humilité que doit avoir l'historien, parce que le discours d'historien a parfois du mal à imprégner justement la société, Fabrice a bien montré que seul... Il s'agit de Fabrice Virgili. Fabrice Virgili, pardon. Ouais. Fabrice Virgili a bien montré que 40% seulement des tondus se voyaient reprocher des faits qu'on appelle aujourd'hui de collaboration sentimentale. Donc des femmes qui ont qu'on a appelé parfois la collaboration horizontale. Voilà, exactement. Donc les historiens préfèrent, et de loin, ce terme de collaboration sentimentale qui est moins connoté. Et donc il y a une association qui est faite toujours aujourd'hui entre tonte, tondue, et collaboratrice sentimentale, alors qu'elle représente moins de la moitié des femmes tondues. Ça veut dire que le reste des femmes tondues le sont pour des faits communs aux hommes. Avoir dénoncé, avoir travaillé pour des Allemands. Alors on va revenir, on va terminer sur les tribunaux. Donc ensuite, très rapidement, s'installe une vraie justice, quoi, avec c'est-à-dire qu'une fois... des tribunaux légaux. Voilà, une fois qu'on a passé le cap des tribunaux du Maquis, les tribunaux populaires de la Libération, ensuite s'installent effectivement des cours martiales. Des cours martiales de la résistance dans un premier temps, qui sont encore dans l'extra-légalité, mais qui se rapprochent vraiment de ce que va être la justice, et des cours martiales de la République. Et là, avec les cours martiales de la République, on entre vraiment dans la légalité. Ces tribunaux, ils sont fondés par ce qu'on appelle les commissaires régionaux de la République. C'est des représentants du gouvernement provisoire de la République, sorte de super-préfets, si vous voulez, à la Libération. Et ils sont très importants parce que c'est eux aussi qui auront, dans certains cas, le droit de grâce. Exactement. En attendant que le droit de grâce revienne dans les mains de De Gaulle, donc qui est président du gouvernement provisoire. Exactement. Le droit de grâce lui revient seulement dans le courant du mois d'octobre. Donc ça veut dire que d'août, début septembre... En octobre, ce sont les commissaires qui ont la main sur le droit de grâce. L'exécution de ceux qui ont été condamnés à mort. Exactement. Donc, ils jouent un rôle vraiment crucial dans l'administration ou non de la peine de mort. Et donc là, ces cours martiales de la République, si vous voulez, on n'en savait rien ou pas grand-chose. Oui, parce que qui dit cour martiale dit justice militaire. Exactement. Et dit un dépôt très particulier d'archives que ceux qui l'ont fréquenté, dont je suis, gardent un souvenir ému, qui sont les archives de la justice militaire, qui ont opportunément été installées dans un endroit difficilement accessible, qui est au Blanc, dans l'Indre, entre Châteauroux et Poitiers. Exactement. Et l'accès est géographiquement un peu difficile, mais il est aussi, où il était, compliqué. Ce n'étaient pas des archives qui étaient très ouvertes. Voilà, exactement. Et surtout... donc vous êtes allé, en dehors de vos 60 dépôts d'archives, vous êtes allé aussi au Blanc. Exactement. J'ai passé beaucoup de temps au Blanc. Alors... Vous avez raison de souligner que c'est un endroit un peu au centre de la France, mais un endroit tout à fait très difficile d'accès. Et il faut y ajouter la difficulté de consultation, puisque moi, quand j'y étais... Il y avait un... Voilà. Le Blanc... Le Blanc ne laissait qu'un lecteur à la fois. Voilà, donc il fallait retenir sa place assez longtemps. Exactement. Et interdiction de photographier, de photocopier les documents. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai cru comprendre que ça s'est un peu allégé. Oui, parce qu'on les consulte maintenant à Châteauroux, enfin c'est un peu plus facile. Voilà. Mais on va quand même avancer. Donc au Blanc, effectivement, j'ai pu retrouver trace de ces cours martiales de la République, mais justement, ça m'a amené à faire une différence entre ces cours martiales de la République qui sont fondés par les commissaires régionaux de la République et les véritables, entre guillemets, tribunaux militaires. Les tribunaux militaires, toutes leurs archives sont conservées au Blanc, effectivement. Les cours martiales de la République, ce n'est pas le cas. Les cours martiales de la République, leurs archives sont conservées aux archives départementales, comme les cours de justice et les chambres civiques que j'évoquais tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que justement, ces cours martiales de la République sont fondés par les commissaires régionaux de la République qui gardent la main sur ces cours martiales de la République ensuite. Donc finalement, ce sont des cours à la limite du civil et du militaire. Et c'est là, justement, où j'ai pu affiner ma typologie. Ce ne sont pas des tribunaux militaires comme les autres. Alors, on va un tout petit peu avancer parce que l'heure tourne. Donc, vous tracez, c'est votre premier chapitre. Voilà. L'archipel. Pour la première fois,
cet archipel Oui. judiciaire, Exactement. avant de vous occuper plus spécifiquement des femmes condamnées à mort. Oui. Et dans le petit extrait que j'ai lu, elles sont particulièrement nombreuses. C'est une novation, elles sont même plus nombreuses que pendant l'autre période où beaucoup de femmes ont été condamnées et exécutées, qui est la période de la Révolution française. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous occuper spécifiquement des femmes? Alors justement, ce qu'on disait tout à l'heure, déjà l'envie de prendre le contre-pied de la mémoire collective, c'est-à-dire ne pas en rester à l'image tontes. des femmes tondues et des collaboratrices sentimentales. Deuxième chose, c'est qu'en s'intéressant aux condamnés à mort, j'espérais retrouver, et ce qui a été le cas, finalement les femmes qui s'étaient le plus lourdement engagées au service des Allemands. C'est-à-dire des femmes qui ont dénoncé, mais surtout adhéré au service de renseignement allemand. Et certaines d'entre elles ne se sont pas contentées d'adhérer à ces services de renseignement, ont poursuivi ensuite leur action en faisant usage d'une grande violence, notamment dans le cadre des interrogatoires. Et donc là, effectivement, on a aussi des femmes qui adhèrent à des partis collaborationnistes. Autant dire des images qu'on n'associe jamais justement au féminin. L'image de la délatrice, certes, mais le reste, les services de renseignement allemands, les partis collaborationnistes, la violence, ce sont des actions qu'on associe toujours aux hommes, mais très peu aux femmes. Donc tout l'intérêt d'entrer dans l'épuration par la condamnation à mort des femmes, c'était justement de retrouver des femmes qui s'étaient engagées véritablement au service des Allemands. Et du coup, de s'éloigner de cette figure de la collaboratrice sentimentale qui imprègne l'imaginaire collectif. Alors, de façon un peu étrange, vous commencez par, non pas les femmes condamnées, exécutées, mais vous commencez par les femmes qui se sont échappées. Oui. Alors, qu'est-ce qui a amené ce chapitre particulièrement original? Parce qu'on connaissait la fuite. Bon, moi, j'ai dans la tête, parce que je viens de le relire, l'ouvrage de Marie Schex, Oui. Les lauriers du lac Bien Constance, sûr. qui est l'histoire de son père, Oui. de Jean Begras, Grave. qui part à Sigmaringen Voilà. avec Pétain et surtout Doriot, parce qu'il était le ouais, bras droit de Doriot. Doriot, ouais. Voilà. Donc, j'ai cette image très prégnante. Et puis, il finit par revenir et par être lourdement condamné. Pas à Ouais. mort, mais lourdement Ouais. condamné. Ouais. Donc, qu'est-ce qui vous a amené à d'abord évoquer la fuite? Alors c'est intéressant, pour tout vous dire, dans mon mémoire, dans mon manuscrit de thèse, c'était mon dernier chapitre. Et certains membres de mon jury m'ont dit, mais c'est tout de même dommage de finir par ce chapitre, il faudrait le mettre plus en avant dans votre futur ouvrage, en associant finalement le cadre de l'épuration, avec tous ces tribunaux que vous venez d'évoquer, et celles finalement qui échappent au cadre. En tout cas dans un premier temps, parce que certaines sont finalement rattrapées par la justice assez vite. Et donc, j'ai finalement fait le choix de le glisser dans ma première Tout de suite, partie. dans votre Tout de première suite. partie. Voilà, pour montrer qu'il y a un cadre. Et puis, finalement, il y a aussi des femmes qui échappent à ce cadre en fuyant. Ouais. Effectivement, Sigmaringen, l'Allemagne, l'Italie également. Mais Et jusqu'en Argentine, Voilà. pour certaines. Alors, Comme Eichmann. voilà. Alors, une minorité. Bon, c'est vrai que la plupart de mes condamnés à mort, finalement, lorsque, à la chute du Reich, donc en mai 1945, elles reviennent, parce qu'elles n'ont pas finalement le choix, elles reviennent en France. Elles sont, vous voyez, engager un exil au long cours, c'est tout de même Oui, bénéficier parce des que réseaux. ce que vous montrez à partir d'itinéraires individuels, c'est que très vite, elles sont dans de grandes difficultés, Oui, notamment c'est des ça. difficultés matérielles, et que finalement, certaines sont insérées dans des réseaux de collaborateurs, mais la plupart, on a quand même l'impression que c'est Mm. des femmes seules Oui, ou des couples. Parce exactement. que je ne voudrais pas revenir à la vulgate sentimentale, mais il y a quand même dans vos histoires beaucoup de femmes C'est vrai. qui ont un amant, parfois un amant beaucoup plus jeune Mm, qu'elles. mm, mm, mm. C'est-à-dire que sans que la collaboration soit horizontale ou sentimentale, comme on dit, Mm. il y a quand même beaucoup d'histoires Oui, de couples. Et moi, j'ai été frappé en vous lisant aussi par le fait que c'était souvent des femmes
qui avaient perdu très jeunes leurs enfants, leurs parents, pardon, et beaucoup de divorcés. Oui. Alors que je ne connais pas le taux de divorce dans ces années-là, mais il était moindre Oui. qu'il est aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il y a, dans mon corpus de condamnés à mort, je retrouve beaucoup plus de femmes seules à l'origine, hein, donc soit célibataires, divorcées ou veuves, mais ce qui n'empêche pas effectivement ensuite d'avoir eu un amant allemand. Finalement, j'étais assez naïf, vous voyez, quand je pensais m'éloigner de la figure de la collaboratrice sentimentale, finalement, elle est toujours là. Et on y reviendra peut-être tout à l'heure, notamment dans les dossiers de procédure, c'est-à-dire que les juges sont très curieux, hein, au sujet de la vie sexuelle, la vie sentimentale des collaboratrices. Parce que vous montrez aussi très bien comment il y a un traitement différent des femmes et des hommes. C'est-à-dire comment il y a dans les procédures judiciaires un intérêt très grand donné par les experts psychiatres, par les juges, par la presse, parce que certains des procès de ces femmes sont extrêmement couverts sur le physique, le regard, la tenue, les vêtements, le caractère plus ou moins féminin ou viril, suivant les critères de l'époque. Et c'est quelque chose qui n'existe pas, ou moins, pour les hommes. Exactement, ça m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire que, alors, les juges ne nient pas du tout la gravité des faits. C'est-à-dire les collaboratrices qui sont condamnées à mort, elles sont avant tout condamnées à mort parce qu'elles ont commis des faits très graves, souvent amenant à la déportation, à la torture, voire à la mort. Donc, ce point-là, il est bien vu par les juges. Mais en plus, vient s'ajouter à ces faits légalement répréhensibles, finalement, des fautes morales. Et là, effectivement, ces fautes morales sont souvent au cœur aussi des dossiers. C'est-à-dire, et pour le dire vite, la collaboratrice, il ne suffit pas qu'elle ait trahi son pays, il faut aussi, finalement, qu'elle soit une femme hors norme d'un point de vue intime. Une mère dénaturée. Voilà. Une mère dénaturée, une mauvaise épouse, une mauvaise ménagère. Et donc, finalement, c'est un peu le contrepoint, l'image opposée de la résistante. C'est-à-dire qu'à la Libération, la résistante, c'est l'inverse. C'est l'image qui se dégage de la résistante, c'est une bonne mère de famille, c'est une bonne épouse, c'est une femme qui a su rester tout en résistant dans un cadre tout de même privé traditionnel, alors que les collaboratrices se sont extraites de ce cadre-là. Alors, vous montrez que donc 650 femmes condamnées à mort, ce qui est quand même important, et vous faites une sorte de typologie, 3 types de condamnation. La délation, donc la figure de la délatrice, la figure de la collaborationniste. Alors, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs qu'est-ce qu'on appelle les collaborationnistes, hommes ou femmes? Alors, le collaborationnisme, c'est... Je crois que c'est Michel Cotta qui a inventé le terme il y a 50 ans, ou très longtemps, vous avez raison. Dans son premier ouvrage. Oui, c'est juste, oui. Et alors, le collaborationnisme, c'est vraiment... c'est une branche de la collaboration, mais qui concerne véritablement ceux qui s'engagent, qui s'enrôlent, qui ont un rôle actif au service des Allemands. Il y a eu une opposition pendant longtemps chez les historiens qui divisait la collaboration entre ceux qui s'étaient accommodés, ça c'est Philippe Burin, historien suisse qui employait ce terme-là, qui est un petit peu critiqué aujourd'hui par les historiens. Donc l'accommodement, des formes de collaboration, soit par lâcheté, soit par peur, soit par intérêt, et puis véritablement, justement... Et même le pétinisme ou le maréchalisme, voilà, puisqu'on a aussi beaucoup, il y a quelques dizaines d'années, distingué le pétinisme du maréchalisme. Ça, oui, c'est des distinctions qu'on doit notamment à Jean-Pierre Azéma, qui faisait ces distinguos. À Laborie, Pierre Laborie. Et Laborie aussi, voilà. Donc effectivement, on a ces pétainistes, ces maréchalistes, qui vont davantage être jugés d'ailleurs, vous voyez, par les chambres civiques. Donc, je rappelle que les chambres civiques, ces tribunaux civils, ne peuvent condamner au maximum qu'à la dégradation nationale à vie. C'est pas une peine qui vous amène en prison, qui vous prive de liberté. Par contre, elle vous prive effectivement de certains droits,
comme le droit de vote, par exemple. Et ou ça, le... c'est le travail Ah bah gigantesque oui, d'Anne Simonin. qu'a fait Anne Oui, Simonin. tout à fait, qui a vraiment fait Ouais, une histoire de ouais. l'indignité de la Voilà, donc on Révolution revient sur les française. collaborationnistes. Donc c'est ceux qui adhèrent Voilà. à ces partis qui vont jusqu'à porter l'uniforme allemand. Et le type le plus abouti, c'est le PPF, le Parti Ouais, populaire populaire français français de de Jacques Doriot. Doriot. La milice, qui est très Et la présente, milice, et oui. également Ouais. à ce- Donc, les femmes collaborationnistes. Et puis, vous avez une dernière catégorie qui est les femmes qui se livrent à la violence ouais, verbale ouais, ou physique. ou physique. Oui. Alors, les délatrices, Hmm. d'abord. Alors, les délatrices, c'est assez intéressant parce qu'elles sont condamnées à mort. Alors, déjà parce que leurs délations ont eu de lourdes conséquences. C'est-à-dire que la justice condamne à mort de façon logique, j'ai envie de dire, les femmes qui ont dénoncé et dont les délations ont amené des gens à être torturés, déportés, exécutés et à la mort. Alors, ce qui est aussi intéressant dans votre tableau, on est quand même à RCJ, la radio des cultures juives, c'est que, contrairement à ce que on pense dans l'opinion publique, c'est pas du tout la dénonciation des juifs qui se cachent ou qui ne portent pas l'étoile Oui. qui est première. Non. Ça, c'est- Vous la mettez, je crois, au 3e rang. Oui. Ouais. Parmi toutes les délations, je compte 8% de délations antisémites. Alors, pendant longtemps, et c'est notamment les chiffres que donnait André Halimi, qui était un journaliste qui a écrit sur ces questions dans les années 80, il disait qu'il y avait eu 3 à 5 millions de lettres de délation, essentiellement anonymes et visant prioritairement les juifs. Ce que moi, effectivement, je ne retrouve pas dans les archives, et ce que Laurent Joly, qui a travaillé sur ces questions-là avant moi, ne retrouve pas davantage, c'est-à-dire que les délations ne visent pas prioritairement les juifs, mais ça ne veut pas dire, bien évidemment, que les juifs ne vont pas être repérés, arrêtés, bien évidemment, déportés par la suite pour beaucoup d'entre eux, mais ce travail-là revient bien davantage aux indicatrices, aux agentes de renseignement qui travaillent pour les Allemands. C'est-à-dire que... Alors ça, c'est fascinant, parce que vous montrez comment elles sont formées par les Allemands. Et comment c'est un métier, quoi. Ah oui, tout à fait, c'est un métier. Alors, elles sont essentiellement chargées de 3 missions. La première, c'est de monter des planques, de surveiller leurs ennemis, puisque c'est le langage qu'elles emploient, de faire des filatures, de suivre leurs cibles, et également d'infiltrer. Donc d'infiltrer effectivement des groupes résistants essentiellement, mais aussi parfois justement j'ai l'image de Jeanne Herman qui est une collaboratrice évoluant dans la région de Lyon et qui est chargée de surveiller la synagogue qui se trouve à 2 pas de chez elle. Et elle va participer, cette femme, très tardivement, après le débarquement de Normandie, à des rafles en ayant un couteau, un poignard, un rasoir à la main. Torturant déjà, tirant. Un peu dans l'ordre des stéréotypes féminins. Voilà. Tirant les cheveux des femmes juives qu'elle arrête, violentant les enfants, et elle va même aller jusqu'à égorger un juif de 72 ans qui tentait de lui échapper. Donc là, évidemment, on n'est pas du tout et très éloigné de la figure qu'on évoquait tout à l'heure, de la collaboratrice sentimentale, effectivement. Et une femme qui agit par conviction politique, là, pour le coup. Donc effectivement, je retrouve des femmes qui vont très très loin dans ce que j'ai appelé la collaboration extrême, jusqu'à tuer. Alors, la délation amène à la mort de façon indirecte, mais certaines, une minorité, c'est vrai, mais elles existent tout de même, tuent directement de leurs propres mains. Combien, à votre avis? Alors, Parce que vous êtes très statistique. C'est-à-dire, vous dites toujours, il y en a tant de pourcentage, tant de pourcentage. Voilà, j'essaye de avec donner. Des tableaux, des cartes. Oui, voilà, j'essaye de donner un petit peu pour qu'on puisse s'y retrouver. Alors, vous voyez, par exemple, Jeanne Herman que j'évoquais, c'est la seule de mon corpus qui tue avec une arme blanche. Ouais. Et j'ai une autre femme qui tue avec une arme à feu. Voilà. Et ensuite, par contre, j'ai des femmes qui vont tuer dans les salles d'interrogatoire à force de torture. Donc là, elles sont un peu plus nombreuses. Mais effectivement, sur l'ensemble de mon corpus, ça représente une dizaine de cas. Mais c'est néanmoins notable. Voilà, elles sont là, elles existent.
Donc ça, c'est la violence. Donc les tribunaux condamnent 650 femmes à mort et il y en a 46 exécutées. Et alors, ce qui est intéressant, c'est plusieurs choses, bien évidemment. C'est d'abord la façon dont ces femmes réagissent aux condamnations, et ensuite la question des grâces. Oui. Et alors là, il y a quelque chose qui est que j'ai trouvé particulièrement significatif, c'est que on a toujours dit, ça fait partie de la Vulgate, que De Gaulle avait gracié toutes les femmes. C'est pas faux finalement. C'est pas faux. Sauf que De Gaulle, il n'est pas le chef du gouvernement provisoire, n'est pas là tout le temps. Exactement. En décembre, il fait ce voyage à Moscou. Exactement. Personnellement, je connais bien parce que je suis la biographe de Thorez. Bien sûr. Donc, pendant qu'il va à Moscou, Thorez, qui était en Union soviétique depuis 1939, revient en France. D'accord. Donc, il y a ce voyage à Moscou, il n'est pas là. Il est remplacé pour la question des grâces par Jeannet. Par Jules Jeannet. Pour Jeannet, il faut toujours donner un prénom. C'est vrai. Par Jules Jeannet. Et là, il y a combien de grâces qui sont refusées? Eh bien, Jules Jeannet va refuser 4 grâces. Donc, il y a finalement 4 femmes exécutées sous la présidence de Charles de Gaulle, mais pas par Charles de Gaulle. Voilà, exactement. Voilà. Et alors, vous montrez qu'après... Bon, alors après, on a une situation un peu compliquée avant l'installation de la 4e République. Oui, ouais. Donc, vous montrez que les successeurs de Gaulle, Félix Gouin, Bidault, Blum. Et Blum, voilà. sont moins généreux pour les grâces que De Gaulle. Oui, effectivement. Alors, ce qui est intéressant finalement, c'est que De Gaulle gracie plus, de manière très claire, les collaboratrices que les collaborateurs, mais il gracie aussi plus les collaborateurs que les condamnés à mort de droit commun. Donc ça, c'est un fait important. Et l'inversion... C'est-à-dire comme s'il y avait une considération pour un engagement politique, finalement. Alors, c'est peut-être ça. Moi, je l'analyse aussi d'une façon un peu différente. C'est-à-dire que les présidents du gouvernement provisoire de la République, et même Vincent Auriol, ont beaucoup plus tendance... Vincent Auriol, qui a été le premier président de la 4e République. Exactement. Et qui a donc lui aussi affaire à des dossiers de... Oui, parce que votre sous-titre, 51. 51. Ça signifie que les exécutions, les condamnations et les exécutions ont duré, en fait, au-delà de ce moment libération et même très au-delà. Exactement. Ça, là aussi, c'est une image qu'on n'a pas de l'épuration. C'est-à-dire que l'épuration, on la résume souvent au moment de l'été 44, voire 44-45, et puis après, ça s'arrêterait. Et finalement, à travers le cas des femmes condamnées à mort, on voit bien comment le phénomène se poursuit. C'est-à-dire que la dernière femme exécutée, elle l'est début 49. Et la dernière femme condamnée à mort, d'où le sous-titre, elle l'est en 1951. Donc, vous voyez, des condamnations qui s'étirent tout de même dans le temps. Et j'ai encore, vous voyez, au-delà de la dernière exécutée, 4-5 femmes qui sont condamnées exécutées en 48-49. Donc là aussi, ça a tendance à revenir sur une idée qui voulait finalement que plus le temps passe et plus la justice est clémente. Dans un sens, oui, mais le cas de ces femmes exécutées... Dans un sens, oui, parce que celles qui ont échappé à l'exécution vont finalement sortir de prison relativement rapidement. Oui, alors relativement rapidement. Mais on reviendra là-dessus, oui. Donc, la grâce, elle est accordée quand même à beaucoup de femmes, malgré tout. Oui, oui. Pour vous donner juste un chiffre, puisque il y en a effectivement beaucoup dans l'ouvrage, vous voyez, De Gaulle, il gracie tout de même 97%. Des femmes dont il examine le cas. Donc effectivement, ça concerne une minorité de femmes, 46 exécutées simplement. Et par contre, vous voyez, Vincent Auriol, il n'est plus qu'à 68%. Donc là, on a, vous voyez, selon les présidents... Alors comment vous expliquez Alors, pour De Gaulle, finalement, l'explication principale, c'est qu'il a une vision très conservatrice des femmes. C'est-à-dire que dans les propos rapportés d'Alain Parfit, il nous dit, par exemple, que eh bien, une femme, finalement, c'est beaucoup plus qu'un seul être.
c'est les enfants qu'elle peut avoir. Donc tuer une femme, finalement, c'est tuer toute une lignée. Donc il faut prendre soin, finalement, de cette future mère. Donc c'est une vision qui est finalement relativement banale à l'époque, hein, et que défendent d'ailleurs même certaines féministes. Alors que chez Auriol, eh bien, il estime que finalement les dossiers qui lui arrivent sont beaucoup moins nombreux, puisqu'il y a tout de même eu plusieurs années qui se sont écoulées depuis la Libération, sont beaucoup moins nombreux, beaucoup mieux instruits, et que eh bien, finalement, ce sont des cas relativement lourds, et il fait moins de différence entre les sexes que Charles de Gaulle. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu étonné quand vous parlez de la défense des femmes. C'est-à-dire, vous parlez des stratégies qu'elles mettent en œuvre, mais vous évoquez que de façon incidente les avocats. Oui. Est-ce qu'elles ont des avocats, ces femmes? Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la justice est pleinement rentrée dans le cadre légal, toutes sont défendues. Leur rôle est bien sûr important. Parce que justement, il y a des changements de stratégie souvent dans la stratégie de défense. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas pour rien dans les arguments genrés, finalement, que vont utiliser les femmes et bien sûr donc leurs avocats au moment du procès. Alors des arguments genrés qui peuvent être par exemple celui de l'amour. On revient sur la question sentimentale, c'est-à-dire j'ai suivi un homme que j'aimais, je ne me suis pas bien rendu compte de ce qu'il me demandait de faire. C'est-à-dire que, finalement, ces femmes, elles essayent de s'extraire de la politique pour, finalement, faire de leur crime quelque chose de passionnel. Du coup, de rentrer dans un schéma quasi de droit commun, finalement. Voilà, de droit commun. Et qu'on associe davantage aux femmes. Vous voyez, le crime passionnel, c'est quelque chose... Est-ce que les avocats pour les femmes sont les mêmes que les avocats pour les collaborateurs hommes? Ah oui, on retrouve vraiment des spécialistes. Vous voyez, quelqu'un comme Jacques Izorni. Voilà, parce que c'est lui que vous mentionnez. Alors après, effectivement, Jacques Izorni, il a un certain nombre... Son combat s'inscrit dans un combat politique, Jacques Izorni. Donc effectivement, il défend beaucoup de collaborateurs au-delà des cas célèbres de Laval, de Pétain, etc. Donc, de collaborateurs et de collaboratrices. Mais parfois, vous voyez, à double tranchant. C'est-à-dire que dans cet ouvrage, je retrouve la trace d'une femme qui reproche à Izorni sa stratégie de défense, qui était vraiment une stratégie, vous voyez, de rupture, comme Jacques Vergès le nomme, c'est-à-dire on conteste la justice politique de l'épuration. Et finalement, cette femme, elle dit, c'était peut-être pas la meilleure. Voilà. Il aurait peut-être mieux fallu jouer justement sur les stéréotypes de genre, sa vieillesse, vous voyez, d'autres éléments finalement qui n'ont pas été pris en compte. Mais parce que Jacques Izorni, il est aussi, comme je disais, dans un combat plus large. Alors, ce qui est aussi évoqué dans votre livre, c'est les réactions quand on annonce à ces femmes leur condamnation et qu'on annonce que la grâce est refusée. Et il y a une image que moi, je n'avais pas du tout. L'image qu'on a des exécutions de femmes, c'est la guillotine. C'est l'image qu'on a, c'est la dernière guillotine, la faisance d'ange guillotinée. Et là, on a eu un autre type de justice. Elles ne sont pas guillotinées. Du tout. C'est-à-dire que la guillotine est utilisée effectivement sous Vichy. Il y a 5 femmes qui sont exécutées sous Vichy, même 6 avec Marie-Louise Géraud, que vous évoquez, mais qui est condamnée par un tribunal d'État, un tribunal politique, mais on peut l'intégrer puisque c'est des faits d'avortement. Donc 6 exécutées sous Vichy par la guillotine, à la Libération, effectivement, la peine est militarisée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la France est toujours en état de guerre, en état de siège, et que les tribunaux, vous voyez, naviguent, comme je vous disais tout à l'heure, entre tribunaux civils et tribunaux militaires. Et donc, effectivement, on va reprendre une loi qui date de l'avant-Première Guerre mondiale pour, exécuter ces femmes par la fusillade et non pas par la guillotine. Alors, il y a une question aussi très matérielle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'à la Libération, il reste juste 2 guillotines. Donc, quand vous voyez le nombre d'exécutés légaux, 1500, les 2 guillotines n'auraient jamais suffi, plus les tribunaux ordinaires qui continuent à fonctionner. Les 2 guillotines n'auraient jamais suffi à couvrir l'ensemble du territoire pour exécuter ces 1500 condamnés à mort de manière légale. Alors c'est curieux parce que
Bon, je repensais, c'est une séquence qu'on vient de refermer, qui était celle de la panthéonisation de Méliné Missak Manouchian, et à la seule femme parmi les 23 condamnés à mort, Olga Benchik, qui, elle, a été guillotinée en Allemagne. Et quand on regarde les fusillés du Mont Valérien et d'ailleurs, parce que le Mont Valérien n'a pas été le seul endroit où les Allemands, la Wehrmacht, c'est pas les nazis qui fusillaient, mais la Wehrmacht, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de femmes. Alors, donc là, on a quelque chose qui fait un peu contraste, de penser que ces femmes sont fusillées. Alors, je nuance, parce que justement, là, on prépare un dossier pour la revue 20 et 21, revue d'histoire, sur les femmes condamnées à mort au XXe siècle de manière large. Et dans cette revue va paraître un article de Gaël Hessemann, qui montre bien... Qui est professeur à Caen. Qui est professeur à Caen, et qui a retrouvé trace de femmes fusillées par les Allemands en France. En France. Elle en retrouve de manière certaine 2, et peut-être elle émet l'hypothèse même de 5 ou 6 femmes exécutées par les Allemands en France en étant fusillées. Donc ça aussi, vous voyez, ça a été longtemps présent dans l'imaginaire, c'est-à-dire les Allemands n'avaient jamais fusillé de femmes en France. Oui, ce qui n'est pas tout à fait quand même très minoritaire. On est d'accord. Très minoritaire par rapport à la guillotine et par rapport au camp. Oui, par tout à rapport fait. À la déportation. Bien sûr, tout à fait. Oui. Mais ils existent tout de même, ces cas-là. Donc, effectivement, là, les 46 exécutés de manière... toutes fusillées. Toutes fusillées. Si on trouve des exécutions, alors pas par la guillotine, ça j'en ai pas trouvé, mais dans le cadre extra-légal, je trouve des femmes qui sont pendues, par exemple. Mais là, on est bien dans un cadre extra-légal. La pendaison étant la mort la plus infamante. Voilà, c'est ça. Et donc ça se passe à Dunes, dans le Tarn-et-Garonne, et ces femmes, on leur reproche d'avoir dénoncé des compatriotes, et ça avait amené à la pendaison au balcon de la poste de cette commune de plusieurs patriotes. Et d'ailleurs, comme si le signe avait vraiment une importance, là, le lieu une importance capitale, ces femmes, elles ne vont pas être pendues au même endroit, comme s'il fallait préserver le lieu du martyre des résistants. Elles vont être exécutées, ou plutôt pendues, sur le champ de foire à proximité. Alors, comment réagissent-elles, ces femmes, quand on leur annonce leur condamnation ou le refus de la grâce? Alors, tous les témoignages que j'ai pu recueillir nous disent que ces femmes passent évidemment entre le moment où elles sont condamnées et le moment de la réponse à leur recours en grâce, des journées très longues et des journées très angoissantes. Et ce que vous montrez aussi, c'est que suivant les périodes, le laps de temps entre la condamnation et le refus ou l'acceptation de la grâce est très court, quelques semaines. Oui, un mois sous De Gaulle. Voilà, et après plusieurs mois. Oui, plus on avance dans le temps, plus effectivement le temps d'examen augmente. Un mois sous De Gaulle, 6 mois d'examen sous Vincent Auriol, pour faire simple. Et donc, effectivement, c'est pas du tout la même chose de vivre 1 mois ou 6 mois dans l'attente de la réponse. Alors, tous les témoignages que j'ai pu recueillir, elles nous disent qu'elles sont dans l'angoisse permanente et qu'elles ont du mal à s'endormir par peur d'être réveillées au petit matin. Et puis vous décrivez à partir du moment où elles sont condamnées, la façon dont elles sont isolées, peut-être moins qu'on le dit, mais habillées avec, avec les fers aux pieds. Enfin, c'est vraiment une période très, très difficile. Il nous reste juste quelques minutes. Et j'aurais aimé que dans les quelques minutes qui restent, vous évoquiez les condamnés à mort dont la peine a été commuée. Oui. Et à partir de quel moment elles sortent et quand sort de prison la dernière condamnée à mort graciée de votre corpus. Alors, les dernières condamnées à mort, il y a 2 lois qui sont très importantes, c'est les lois d'amnistie de 1951 et de 1953. Et donc là, évidemment, même si toutes les condamnées à mort de manière contradictoire ne sont pas concernées par l'amnistie, il faut bien dire que l'amnistie n'est pas totale. Mais à défaut de bénéficier des amnisties, ces femmes vont bénéficier de remises de peine, comme finalement dans le cadre d'une justice ordinaire. On cherche à rapprocher la justice ordinaire de la justice d'exception de la libération et de l'épuration. Et donc,
au milieu des années 50, 56, toutes mes condamnées à mort ont retrouvé la liberté. Donc là, vous voyez, pour la plupart, elles ont été condamnées en 44, 45, 46. Ça veut dire que finalement, elles ont passé une dizaine d'années en prison. Sorties de prison, leur enfermement se poursuit dans un certain sens, parce qu'elles bénéficient souvent de libération anticipée. Mais cette libération anticipée, ça veut dire trouver un travail, trouver un logement, et finalement, il y a toujours une forme de surveillance qui s'exerce sur ces femmes. Elles le disent d'ailleurs, elles ont l'impression de poursuivre. Puis il reste le stigmate de la collaboration et de la condamnation. Exactement, qui va faire d'elles finalement ce que j'ai nommé dans le livre des suspectes à perpétuité. Elles essayent d'être le plus discrètes possible et de ne pas révéler leur passé pour essayer de se reconstruire. Soit se reconstruire familialement, soit se reconstruire professionnellement. Merci Fabien Lostec. Merci Je beaucoup. rappelle que votre ouvrage, Condamné à mort, l'épuration des femmes collaboratrices, 1944-1951, et c'est publié par CNRS Éditions. Merci. Merci beaucoup Annette Vieux-Vorka.